Cette séance par l'appel Marion Bergigna, Marianne Chepabert, Jacques Choulet, Claire Duprat, Jean-Marc Fabier, Sophie Dupouille. Arnaud Favre a donné procuration à Jacques Choulet, Elisabeth Brest, Douane Lavarère, Aurélie Lévesque, Bruno Lamaison, Sylvie Sauvignon, avec hésitation mais présente. Christophe Priam aura du retard, il arrivera après la fermeture du magasin. Il a donné procuration pour les premières délibérations à Claire Duprat. Alain Lassalle est absent, il a donné procuration à Jean-Marc Fabier, qui est avec nous tout à l'heure, qui va nous rejoindre. Laurent Langlade, Marie-Thérèse Parouillet, Christophe Bergès a donné procuration à Sophie Dupouille, Solange Poulin, Ludovic Ducam en avion, normalement il doit arriver en train en retard, donc espérons qu'il nous rejoigne. Il a donné procuration à Marion Bergigna pour les premières délibérations. Christiane Chagnelot. Marjorie Fautus a donné procuration à Olivier Martinez. Nadine Pinchoré. André Lafargue. J'imagine qu'Alain arrivera avec tout retard. Je suis de machine à gaver, donc il devrait nous rejoindre. On peut commencer par la fin. Pas de problème. Il devrait pouvoir nous rejoindre. André Lafargue, Jean-Marc Fabier est arrivé et il a la procuration d'Alain Lassalle. Jean-Luc Cazenave. Mais merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Nous allons commencer par l'adoption des comptes rendus du 27 février et du 2 mars. Puisqu'il y avait deux conseils municipaux dans la même semaine, et donc il nous revient de valider les deux comptes rendus. Y a-t-il des remarques et des commentaires sur ces comptes rendus? S'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avant de passer au premier point à l'ordre du jour, je voudrais en préalable à cette séance revenir sur des propos tenus lors de la dernière séance du conseil municipal et relayés sur différents blocs. Les chiffres évoqués par vous, M. Lafargue, et je tiens à le préciser, ne reflètent pas la réalité. Ils sont volontairement présentés incomplets afin de créer, bien entendu, le doute et la polémique. Un élu se doit d'être honnête dans ses propos et d'exercer son devoir de contrôle avec intégrité, qui plus est, lorsque l'on est élu depuis 17 ans comme vous et que l'on a exercé le poste d'adjoint aux finances. Ainsi, si un chiffre vous interpelle, le bon sens aurait voulu que vous interrogiez la directrice générale des services, notre adjoint aux finances ou moi-même, afin de lever au plus vite vos doutes. Vous ne l'avez pas fait, M. Lafargue, ni avant le conseil, ni depuis lors, et ce, alors que vous avez les éléments comptables à votre possession depuis plusieurs mois. J'en déduis donc que vos allégations n'avaient d'autre but que de salir et de chercher à jeter l'opprobre. Avant de revenir en détail sur les chiffres évoqués lors de la séance du 2 mars, et puisqu'il semblerait que vous aimiez les chiffres, j'aimerais, M. Lafargue, que vous vous expliquiez, alors que vous ne l'avez jamais fait jusqu'alors, sur un avoir de 1 050 € en date du 26 septembre 2012, époque où vous étiez maire adjoint. Cet avoir vient annuler la facture de location de la salle et des cuisines des Jacobins pour le week-end du 6 au 8 juillet 2012 pour le mariage d'un membre de votre famille. Je vous fais passer les écritures comptables de cet avoir. Mais puisque je vous ai dit que je reviendrai sur les chiffres des fêtes, vous avez annoncé que la ville avait en 2016 versé à l'été 15 350 € à la société Le Moulin de Poustagnac pour le repas gastronomique et des fêtes. Si vous étiez honnête, M. Lafargue, vous auriez également précisé le versement du comité des fêtes de 9 000 € au profit de la mairie, ramenant le coût du repas gastronomique pour la ville à 6 350 €. Vous dénoncez en 2015, comme en 2016 et 2017, l'achat de billets par la mairie à l'association des fêtes, expliquant qu'à vos yeux, ce serait une subvention déguisée.
Si vous étiez honnête, M. Lafargue, vous auriez rappelé que chaque année, sous vos 2 mandatures, la commune achetait des billets et payait un repas pour ses invités. En 2013, lorsque vous étiez maire adjoint en charge des finances, ces achats de billets et repas s'élevaient à 8 340 €, alors qu'elle était, à titre de comparaison, de 7 045 € en 2015. Vous dénoncez l'allocation par la ville de chapiteaux sur le parc de Morlanes pour un montant de 3 672 € au seul profit de la corrida. Si vous étiez honnête, M. Lafargue, vous auriez reconnu que ce chapiteau sert à toutes les réalités des fêtes, comices, concours landais, et vous auriez avoué qu'en tant qu'adjoint aux finances, en 2013, vous aviez payé une location de chapiteau pour 3 457 €. Si vous aviez été honnête, M. Lafargue, vous auriez avoué que pour l'édition 2013, c'est la mairie et non l'association des fêtes qui avait payé le transport des taureaux depuis l'Espagne pour un montant de 2 138 €. Enfin, et pour en revenir au fond, vous portez l'accusation que les corridas coûtent plus cher aux contribuables saint-séverins que les noviadas. Les chiffres prouvent le contraire. En 2013, dernière année de votre mandat, où vous étiez maire adjoint, la ville avait voté 45 000 € de subventions à Art et Tradition et 46 000 € à l'Association des fêtes, soit 91 000 € de subvention globale pour les fêtes. Là où en 2017, la commune a versé 82 000 € au comité des fêtes, 76 000 € en 2016 et 76 000 € prévus pour 2018. En conclusion, chers collègues, vous aurez compris que les dépenses de la commune répondent strictement aux normes et pratiques comptables, et ont toutes d'ailleurs été validées par M. le receveur municipal, et que le coût pour la ville du soutien aux fêtes et aux pratiques taurines sont maîtrisés et inférieurs à la dernière année de la mandature précédente. Monsieur Lafargue, vous n'avez aucun projet pour la ville, autre que la critique, les offenses et l'aigreur. Je voudrais renouveler ici ce soir ma confiance et mes remerciements au bureau du comité des fêtes, au président des sections de ce comité et à l'ensemble des bénévoles qui font des fêtes de la Saint-Jean la 3e feria des Landes et s'activent avec vigueur, engagement et enthousiasme à préparer une très belle édition 2018. Deuxième point que je voudrais porter à la connaissance du Conseil, je souhaiterais vous informer du courrier que je vous ai adressé, M. Lafargue, le 27 février 2018, en réponse à votre recours gracieux au sujet de la délibération numéro 7 du 6 décembre 2017 concernant le partenariat avec le Master Valorisation du patrimoine de l'Université de Pau, Pays de la Dour. Permettez-moi de lire ce courrier. Monsieur, j'ai bien pris note de votre demande d'annulation de la délibération 2017-7-12 relative à la convention de partenariat avec le Master de Valorisation du patrimoine de l'Université de Pau et des Pays de la Dour dans le cadre de la valorisation de la maison de Saint-Ex. Je me permets de vous rappeler que l'objet de l'étude, défini dans le cahier des charges envoyé au conseiller en annexe de la délibération, porte sur les pistes à exploiter par la ville pour une éventuelle acquisition mutualisée et les possibilités de valorisation du site par la suite. Il n'aurait donc pas été raisonnable pour la municipalité de s'engager dans une promesse de bail ou un sous-seing privé sans avoir en sa possession les résultats de l'étude qui ont pour but de révéler la viabilité d'une telle exploitation par la ville, ressources, contraintes, aménagements, etc. Concernant le caractère privé de l'édifice, il n'apparaît pas à première vue qu'un édifice privé ne puisse faire l'objet d'une étude de valorisation du patrimoine. En témoigne la mission de 2 ans de Marie Ferré ainsi que le partenariat avec la DRAC pour l'avenir de la villa de Glésia qui appartient à un privé. Compte tenu du poids économique croissant que représente le secteur touristique et en vue d'une meilleure répartition du développement économique de la commune, il me semble pertinent d'évaluer le potentiel économique, culturel et touristique qu'il s'agisse de biens privés ou publics, de particularisme culturel, de témoignages du passé ou de sites naturels, et commencer à considérer le secteur touristique comme un facteur de développement. Ainsi, un rapport destiné au président de la République par le député Albéric de Montgolfier, élaboré avec le concours de Bernard Notary, inspecteur général des affaires culturelles, et de Michel Lafitte, inspecteur des finances, 1 € injecté dans le patrimoine, qu'il soit d'origine publique ou privée, génère des retombées économiques de l'ordre de 10 €. Par conséquent,
et après étude de votre demande en partenariat avec les services juridiques de l'Université de Pau, je ne puis donner une suite favorable à votre requête. En complément à cette réponse juridique, venant confirmer la validité juridique de la délibération, je voudrais vous faire part de mon émoi sur ce recours venant de vous, Monsieur Lafargue. En effet, à l'époque où vous étiez président de l'Office de tourisme communautaire, vous n'aviez aucun scrupule à faire visiter la maison Syntex. Sans dédommager la propriétaire, vous encaissiez les entrées des visites. Alors qu'il convient de noter que cette dernière assumait le chauffage, l'électricité, l'assurance et l'entretien des locaux. Voilà comment vous la remerciez aujourd'hui. Au regard de tous ces points, votre recours infondé n'est même plus une erreur politique, c'est tout simplement un problème d'éducation. Ces deux points préalables ayant été portés à votre connaissance et seront intégrés dans le procès-verbal de la séance, je vous propose de passer à l'affectation des résultats de l'exercice 2017 du budget Ville de Saint-Sevé, et je passe la parole à Jacques Choulet. Je vous passerai la parole en me permet le règlement. Monsieur le maire, dans ces conditions, monsieur le maire, dans ces conditions, il n'y a pas de débat à avoir. Je vous propose une chose, vous continuez entre vous, on ne peut même pas répondre. Vous répondrez à votre temps, tel que le prévoit le règlement. Vous faites des attaques scandaleuses personnelles à l'égard. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Martinez. Mais peu importe, je vais la prendre parce que je pense que le comportement que vous avez ce soir est scandaleux. Affectation des résultats de l'exercice 2017 du budget principal de la ville de Saint-Sevé. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 94/504 du 21 juin 1994, vu l'avis émis par la Commission des finances de sa réunion du 1er mars 2018, et considérant qu'en M14, le résultat de l'année N-1 doit faire l'objet d'une affectation lorsque les comptes administratifs et de gestion ont été adoptés, considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement, Monsieur le maire propose au conseil municipal l'affectation des résultats suivants. Résultat de fonctionnement, 803 713 €. Résultat d'exécution de la section d'investissement, moins 645 000 €. Affectation du résultat, en réserve au R 1068 à l'investissement. Jacques ? Oui, bon, d'accord. Tant que je suis lancé, je vais faire aussi le report à nouveau en section de fonctionnement R 02. Donc un investissement, c'est 645 000 € et un fonctionnement, 158 709 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Cher Jacques, je te passe la parole pour le deuxième point à l'ordre du jour, l'affectation du résultat du budget de l'eau. L'affectation du résultat de l'eau. Donc, au budget, au compte administratif de l'eau 2017, nous avions un résultat de fonctionnement positif de 76 162 et un besoin de financement à la section investissement de 94 441,58. Ce qui fait que donc, le résultat de fonctionnement ne couvrant pas le solde d'exécution de la section de fonctionnement, les 76 162,28 du fonctionnement sont versés en réserve 1068 à investissement 2018 et il n'y a pas de report à nouveau en section de fonctionnement. Nous allons procéder. Maintenant, donc voilà. C'est très bien. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour, l'affectation des résultats de l'exercice 2017 du budget d'assainissement de la ville de Saint-Sevé. Donc, au compte administratif assainissement 2017, nous avons eu un résultat positif de fonctionnement de 149 270,84 et un résultat négatif de la section d'investissement, c'est-à-dire un besoin de financement de 71 321,32. Donc ces 71 321,32 sont prélevés sur le résultat de fonctionnement et sont affectés en réserve 868 de l'investissement 2018. Et il reste donc en report à nouveau à la section de fonctionnement 2018, 77 949,52. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Affectation des résultats de l'exercice 2017 du budget de l'écoquartier Noton de la ville de Saint-Sevé. L'écoquartier Noton de
de 2017 a présenté un résultat de fonctionnement de 4 601,10 et n'a pas de besoin de financement. Donc ces 4 601,10 sont reportés à nouveau en section de fonctionnement 2018 du budget des coopératives auto. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 5e point à l'ordre du jour, affectation des résultats de l'exercice 2017 du budget musée de la ville de Saint-Sever. En 2017, le musée de Saint-Sever, le compte administratif, a dégagé un résultat de 15 917,70 € en fonctionnement et a présenté un besoin de financement d'investissement de 40 783,83. Donc les 15 917,70 de fonctionnement sont affectés en réserve 1068 à l'investissement 2018 du musée. Voilà un très beau résultat qui nous permet de poursuivre la modernisation de notre musée, dont nous avons sauvé le label Musée de France. Là aussi, nous avions raison. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Puisque ces 5 affectations de résultats sont votées à l'unanimité, il nous faut poursuivre nos débats avec le vote des taux 2018 de fiscalité directe. L'occasion pour moi de rappeler qu'après la baisse des taux de fiscalité opérés en 2017, nous maintenons sur 2018 les taux de fiscalité et que donc l'ensemble des dépenses que nous serons amenés à voter dans les délibérations qui suivent se font avec une fiscalité qui ne bouge pas. Nous maintenons notre promesse de ne pas augmenter les impôts. Sur ces taux de fiscalité, qui permettront d'ailleurs à nos administrés de pouvoir les comparer à 2016 et dès lors de pouvoir vérifier que nous avons bien opéré l'an dernier à une baisse de la fiscalité municipale, y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous les adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons donc maintenant opérer le vote des budgets. Je vous rappelle, pour être un peu pédagogue, que nous avons un budget ville qui gère l'ensemble des dépenses générales, les écoles, la modernisation de nos équipements. Nous avons un budget dédié à l'eau et à l'assainissement, qui sont des budgets au fond de type d'entreprise, qui doivent s'équilibrer entre les ventes et les dépenses, puisque c'est un bien marchand que nous offrons sous une forme publique à nos usagers. Et nous avons isolé des projets dont la vocation est tôt ou tard de s'arrêter lorsqu'ils sont tous vendus, qui concernent le lotissement de la Fontaine, l'écoquartier de Mouton et un budget annexe spécifique au musée d'art et d'histoire du Québec-Gascogne, dont nous venons d'adopter les résultats. Premier point, le budget primitif ville. Je vous propose que nous passions la parole à Jacques, qui a préparé un PowerPoint. Bien voilà, donc effectivement, sur le budget ville, qui est quand même notre gros budget chaque année, nous avons décidé de vous projeter quelques informations qui aident à retenir ou à mieux comprendre des chiffres. Voilà, donc, comme je l'ai expliqué lors de la réunion de la commission finances de mardi soir, pour ce qui concerne le fonctionnement, nous avons refait des choses qui sont très voisines de ce qui avait été fait en 2017. Donc, comme le budget 2017 a donné des résultats qui nous ont entièrement satisfaits, nous avons donc repris un peu la même trame pour 2018. Donc, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, vous voyez que en comparaison, donc, le BP 2018 par rapport à 2017, en chapitre 011, nous avons une augmentation de 1,76%. En chapitre 012 de 3,98%.
Le 65 donc baisse lui de 9,46, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et le chapitre 66 qui lui correspond donc aux intérêts de la dette baisse de 6,50%. Donc c'est la suite du réaménagement de la dette que nous avons, auquel nous avons procédé il y a 2 ans. Donc, à moins que vous ayez des questions à poser, bon, je pense que le 1,76 sur le chapitre 011 n'a pas grand intérêt. Il est légèrement supérieur à l'inflation, et puis nous avons reporté dans la plupart des articles le chiffre que nous avions, les sommes que nous avions dépensées en 2017. Sur le chapitre 012, plus 3,98, c'est simplement la mise en application de ce qui avait été décidé en 2017, parce que nous avons créé un certain nombre de postes, par exemple aux espaces verts, etc. Et les créations de postes de 2017 étant en cours d'année, donc n'étaient pas complètes sur les 12 mois, alors que là, donc, tous ces postes maintenant se portent sur les 12 mois. Ce qui peut expliquer 3,98. Donc il faut savoir également en 0,12 que l'on n'a plus de contrats aidés. Ça c'est donc des décisions nationales. Bon, ça n'a pas une grosse importance, une importance essentielle sur le chapitre paiement des indemnités. Par contre, vous verrez tout à l'heure sur le 0,13, c'est-à-dire les remboursements que nous procuraient ces emplois aidés, compte tenu qu'il n'y a plus d'emplois aidés, il n'y aura plus de remboursement, donc le 0,13 va diminuer quelque peu. Pour le chapitre 65, pourquoi une baisse de 9,46? Donc on a vu disparaître pour 2018 tout ce qui avait rapport, tout ce que l'on versait pour les syndicats de rivière, c'est-à-dire le CIMAL, ce qu'on appelle le CIMAL, le CIRBAL, parce que vous retrouverez dans les textes, parce que maintenant, la compétence de ces ruisseaux et cours d'eau est passée à la communauté de communes, et donc fera l'objet d'une taxe au niveau de la communauté de communes, la taxe GEMAPI, et c'est la communauté de communes qui va régler ces différentes cotisations au comité de rivière. Donc c'est plus nous. Donc je crois qu'il y a pour 15 000 euros de moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également supprimé? Bon, l'an dernier, en 2017, nous avions payé la dernière indemnité pour le conservatoire de musique, le conservatoire de musique des Landes, hein, puisque pour sortir du conservatoire, nous avions eu une pénalité, et l'an dernier, donc, nous avions payé 30 000 euros. Et donc c'était le dernier paiement, donc il y a 30 000 euros qui disparaissent de ce chapitre. Et l'an dernier, nous avions également mis 22 000 euros pour le budget de l'écoquartier. C'est-à-dire que compte tenu que l'on n'avait pas de rentrée d'argent et que l'on avait des emprunts qui démarraient sur cet écoquartier, c'était bien entendu le budget principal de la ville qui était chargé de pallier au paiement des intérêts de ces emprunts. Donc cette année, nous avons considéré que, compte tenu que l'on allait commencer à commercialiser et que de l'argent allait rentrer, donc cet écoquartier, maintenant, ce budget devait vivre par lui-même. Et donc nous n'avons pas fait de dotation à ce budget. Voilà, donc ce qui provoque une baisse de 36 et 33, 70 000 euros. Et puis ensuite, donc, le chapitre 66, ce sont les intérêts de la dette donc, qui diminuent. Donc au global, sur les dépenses réelles de fonctionnement, vous avez une augmentation entre les plus et les moins de plus 0,83%, qui est quand même très nettement inférieure à l'inflation générale 2018. Donc c'est un budget primitif
devrait pouvoir tenir la route et j'espère qu'on pourra le tenir très correctement. Donc, cette maîtrise des comptes, compte tenu que sur les recettes de cette section fonctionnement, nous sommes quasi équivalents à ce qu'on avait reçu en 2017. Bon, rappelez-vous les autres années, dans les recettes, ce qui pêchait surtout, c'était les dotations qui baissaient régulièrement de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Donc cette année, il nous a été, bien que nous n'ayons pas reçu encore l'avis officiel, il a été dit très officiellement au niveau des instances gouvernementales que les dotations resteraient les mêmes. Et donc nous avons appliqué le même chiffre pour les dotations 2018 que pour les dotations 2017. Voilà, donc entre des dépenses qui sont maîtrisées et des recettes qui restent à peu près égales, vous savez qu'en 2017, nous avons eu quand même une capacité d'autofinancement qui était très très bonne. Et donc nous pensons que nous allons pouvoir rééditer également cette année la même capacité d'autofinancement. Donc nous avons fait un petit schéma pour dire que cette maîtrise générait de l'espace, de l'épargne. Grâce, qu'est-ce qui rentre dans cette maîtrise? Nous avons le professionnalisme de nos agents, il faut le dire, hein, on a quand même des personnes qui travaillent de façon très intense et très correcte, et donc il ne faut pas les oublier quand on se félicite des résultats. L'implication des élus, bon, voilà, c'est souvent M. le maire qui vous remercie de ce que vous faites, et je voudrais en profiter aussi moi pour vous dire que vous travaillez beaucoup et donc on en retrouve des résultats. Ensuite, nous faisons des suivis au quotidien. Vous savez, on le dit souvent, on le dit toujours, on est là, on contrôle toutes les factures, on fait faire des devis, on fait des marchés, donc tous les jours, on essaye de travailler pour le bénéfice de la ville de Saint-Sevé. Le gain d'expérience, voilà, ça fait la 4e année, alors petit à petit on s'améliore, j'espère, et puis tout ça, ça provoque une amélioration des résultats, et cette amélioration des résultats, le but de cette amélioration des résultats, c'est de fournir un service public de qualité. C'est notre objectif, c'est pour ça qu'on nous a mis à la tête de cette ville. C'est pour travailler à la qualité des services que l'on apporte aux habitants. Et bon, voilà. Pour l'instant, vous verrez par la suite que ça va se traduire par, notamment au niveau des investissements, par des choses qui sont quand même quantitativement et qualitativement importantes. Donc, je vous ai déjà parlé de la CAF. Bon, voilà, parce que j'ai des bons espoirs sur le résultat 2018. Nous avons noté donc, la CAF brute et la CAF nette des comptes administratifs 2016 et 2017. Vous voyez, donc il y a une progression qui est très importante, notamment au niveau de la CAF net, donc 564 290 en 2017 par rapport à 183 136 en 2016. Alors, comme on est sur le budget primitif, on a voulu faire un parallèle en se comparant sur le budget prévisionnel, parce que le calcul de la CAF sur le budget prévisionnel de ce compte administratif, on n'y rentre pas forcément les mêmes éléments, ce qui fait que de la même façon que la CAF brut ou net s'était nettement améliorée entre 2016 et 2017, nous avons repris
la CAF brute et la CAF nette qui émargeaient au budget 2017, donc qui étaient de 669 304 et 226 817. Et donc les calculs montrent que pour 2018, se repartant sur une même base, on devrait à nouveau progresser d'environ 200 000 €. Et tout ça donc au bénéfice, bien entendu, des investissements qui vont venir et de l'amélioration de la qualité du service à la population. Donc je vous parle des investissements depuis un bon moment. Les dépenses d'équipement qui ont été inscrites au compte 22 de ce budget primitif sont de 4 008 647 €. C'est un chiffre que j'ai jamais vu donc, au niveau de cette ville. Son importance, on n'a jamais eu un budget de 4 millions d'euros. Bon, c'est à la fois très intéressant parce que, bien entendu, ça va faire bouger pas mal de choses. Mais aussi, il faut savoir que ça génère beaucoup d'occupations, notamment au niveau des services techniques. Parce que sur une année, il faut gérer 4 millions d'investissements. Vous vous rendez compte que ça va beaucoup mettre en action le service technique de la ville. Alors ces investissements, il va falloir les payer, hein, comme vous le savez. Donc c'est pas nouveau comme schéma. Vous savez que les moyens pour payer les investissements, c'est d'abord les subventions. Donc vous voyez que on rappelle toujours ce qui s'était passé donc, sur la mandature précédente, donc, où on n'avait quand même que 13%. Les subventions recueillies ne représentaient que 13% des investissements réalisés et payés. Et pour l'année 2018, donc, notre taux sera au minimum de 37%. Donc nous continuons, puisque en 2017, c'était déjà plus de 40%. Et nous continuons donc à nous battre pour obtenir de tous les organismes, que ce soit le département, la région, l'État, enfin, on se bagarre tous les jours pour obtenir le maximum de subventions possibles, parce que toute subvention obtenue, c'est autant d'investissement qui est possible en complément. Nous avons également donc pour le financement des investissements le FCTVA. Donc vous savez que la TVA, une partie de la TVA, donc 16, aujourd'hui on paye une TVA de 20% et l'État nous rembourse 16, je ne sais plus exactement, Madame Mathieu, c'est... En fait, l'État nous rembourse tout. Mais les 20% c'est sur le hors-taxe et les 16% c'est sur le TTC. Comme vous et moi dans vos ménages, on dépense tout TTC, mais l'État nous rembourse la TVA sur les investissements. Ouais. Donc, alors ce FCTVA, il est payé l'année d'après, l'année plus 1. Alors, bien entendu, donc, en 2017, nous avions un quota d'investissement payé qui était pas forcément très important, vu que la plupart des investissements en 2017 ont démarré plutôt tard dans l'année, et donc que le paiement des factures, il s'étale, on en a payé énormément sur le premier trimestre 2018, et donc on va toucher un FCTVA donc, en 2018 sur les investissements en 2017 de 172 620. Par contre, comme on vous en avait parlé dans le DOB, puisque le DOB qu'on vous a présenté était un DOB qui était sur les années 2018-2019,
avec 4 millions d'investissements en 2018, ça va générer en 2019 un remboursement de FCTVA qui va être très, très important, c'est-à-dire on l'a chiffré à 642 987. Donc ça, c'est de l'avance d'argent que l'on fait, puisque si on venait à régler les 4 millions sur l'année 2018, et on aura réglé toutes les TVA, et là-dessus, on aura un remboursement de 642 000, mais qu'en 2019. Ça veut dire que l'argent, on l'aura sorti en 2018, et ces 642 000, ils viendront en 2019. Donc il faut penser au problème d'argent. En septembre. En septembre. En septembre. En plus, oui, c'est en septembre. Hein. Donc, comme vous le voyez là dans la partie investissement, donc dans les recettes d'investissement, on vous a mis que les emprunts donc, allaient représenter une somme de 1 068 500. Et donc, nous avons dans ce 1 068 500, nous avons une partie qui est le capital que nous allons rembourser en 2018, 468 600, c'est le capital remboursé en 2018. Nous vous avons toujours dit qu'on emprunterait jamais plus que ce qu'on remboursait dans l'année. Donc nous allons emprunter sur un emprunt normal à 15 ans ou 20 ans 468 000 euros. Et nous allons faire un crédit court terme pour pouvoir payer la différence de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que ces 600 000 qu'on va payer en 2018 de TVA qui nous seront remboursés en 2019, il va bien falloir avoir l'argent en 2018 pour les payer, ces 600 000. Donc nous avons pensé que nous allions faire un crédit court terme pour emprunter ces 600 000 euros et que nous pourrons rembourser en 2019 avec le versement de la TVA. Donc ce prêt-relais, ça s'appelle un prêt-relais, ce crédit court terme va générer des frais financiers qui sont inférieurs à 1 000 euros. Aujourd'hui, un crédit court terme, ça se négocie, on ne l'a pas encore attaqué, mais enfin on sait un peu ce que c'est parce qu'on est un peu dans le milieu, et donc aujourd'hui, ça se négocie autour de 0,60. C'est à peu près ce qui fait donc des frais financiers qui vont inférieurs à 1 000 euros, et voilà, c'est une façon de passer le cap d'une année où il va falloir débourser énormément d'argent pour les investissements. Et donc, en ce qui concerne la dette, nous n'allons pas nous renier sur ce qu'on vous a dit. Ça fait 4 ans qu'on vous le dit et on vous le dira jusqu'au bout. Jusqu'au bout du mandat. L'encours de la dette va continuer à diminuer. Aujourd'hui, on est à 10 757 000 en 2017. À la fin 2018, nous prévoyons d'être à 10 717 000. Ce qui fait que ça fera, par rapport au moment où on a pris la mandature, nous aurons baissé la dette de 341 000 euros à la fin 2018, et donc en fin 2019, nous la diminuerons de 400 000 euros. C'est un engagement que nous avons pris et c'est un engagement que nous tiendrons. Ce chiffre est important. Vous voyez la source www.impôt.gouv.fr, puisqu'il met en porte-à-faux et contredit les affirmations de M. Martinez qui nous disait que la dette n'était pas de 11 millions à la fin du mandat précédent, elle est bien de 11 058 000 euros. C'est les chiffres officiels. C'est dommage qu'il ne puisse pas s'en justifier aujourd'hui. En tous les cas, vous avez là sous les yeux les vrais chiffres, ceux qu'on a toujours d'ailleurs évoqués, puisque tout ce qu'on évoque vient de la DGFiP
et de ce que relate la Cour régionale des comptes et les instances officielles. De toute façon, si vous allez là, dans le document que vous avez, budget primitif, page 55, vous avez la dette liée au prêt. C'est 9 431 092,49. Et si vous allez page 61, donc c'est la dette qui est générée par le remboursement donc, pour la gendarmerie, puisque la gendarmerie, ça a été cédé à l'État. C'est un bail emphytéotique et nous devons l'amortir. Et donc il y a pour, page 61, vous le verrez, il y en a pour 1 287 000, soit un total de 10 718 092,49. Et ça, bon, c'est des documents qui sont validés par la trésorerie. Donc, bon, voilà. Et puis, on les retrouve sur le www.impôt.gouv.fr. Donc, c'est des chiffres qui concordent et qui sont tous pareils. Donc, je ne vois pas qui peut se donner l'importance de les critiquer et de les nier. Ce sont les vrais chiffres. Vous pouvez nous croire. Ça va sans dire, mais des fois ça va mieux en le disant. Je peux vous poser une question? Je vous donne la parole, Claire. Pas de problème. S'il vous plaît, merci. Quand on la demande, je la donne. Et notamment quand elle concerne les points à l'ordre du jour. Si l'opposition avait eu la patience de rester un peu, ils auraient pu se justifier, mais je crains qu'ils n'aient quitté les lieux parce qu'ils avaient beaucoup de mal à justifier ce qu'on avait mis à l'avant. Justement, je regrette qu'ils ne soient pas là. Vous voyez, je trouve que c'est trop calme. On s'était habitué à ces échanges et c'est dommage qu'ils soient partis. Enfin, bon, les absents ont toujours tort et c'est vraiment dommage de quitter les lieux. Moi, je me mets à la place des gens qui regardent ce film ce soir et qui vont le regarder et qui vont se dire mais on nous dit que l'État n'a plus d'argent, que l'État se désengage et pour autant vous nous avez montré un tableau où il y a beaucoup plus de subventions qu'il y en avait avant. Alors, bon, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de subventions? J'ai une très bonne transition avec les dépenses d'investissement. Mais pourquoi on a plus de subventions? Parce qu'on fait les dossiers de demande de subvention. On le calcule chaque année. En moyenne, on fait entre 15 et 20 dossiers de subvention. Sur les équipements de cette année, nous allons obtenir de la DETR, c'est une dotation de l'État, sur les halles. Les halles font aussi l'objet d'une subvention de la part de la région au titre de l'aménagement en halles alimentaires et places de marché. Nous avons également des subventions de la DRAC, c'est-à-dire du ministère de la Culture, sur notamment l'abbatiale. On vient de l'obtenir la semaine dernière sur les Jacobins, sur un complément de travaux pour la chapelle. Nous avons également des subventions de la région et du département sur l'abbatiale. Je tiens à rappeler en la matière que les taux de subvention de la région et du département sont beaucoup inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 5 ans en arrière, puisque dorénavant ces deux instances ne subventionnent qu'un dossier par an et par commune, et qu'il est plafonné en dépenses à 400 000 € pour les communes de notre taille, pour la région. C'est à peu près le même montant pour le département. Mais au-delà de ça, on a aussi obtenu sur l'avenue du Général de Gaulle une participation à plus de 45% par la communauté des communes. Je vous rappelle qu'on a reporté le chantier de l'avenue du Général de Gaulle de quasiment un an, lié à un débat que nous avions au sein de la communauté des communes pour savoir si le pluvial, c'est-à-dire la canalisation des eaux de pluie, qui dorénavant est canalisée sous le trottoir qui a été créé et qui donc ne se rejette plus directement dans les pentes, devait être porté par la communauté des communes ou la commune. On n'a pas lâché, au final c'est la communauté des communes qui l'a eu. Voilà, on est en train même aujourd'hui de faire des dossiers leaders, des dossiers européens sur le musée. On va à la chasse aux subventions, et tout ça est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'études, des règlements, de se tenir informé. Et vous aviez le palmarès l'an dernier, c'était en 1 l'État, en 2 la région, en 3 le département. Et je pense que cette année, ce sera probablement en 1 l'État, en 2 la communauté des communes, et après la région et le département qui seront en coude à coude. Mais donc moi je tiens à remercier les services, parce que ça ne se fait pas sans travail, c'est des dossiers lourds, complexes à monter. La moindre virgule ou pièce qui manque, et vous avez votre dossier retoqué.
Mais je crois au fond que aussi les priorités d'action qu'on s'est fixées, notamment la revitalisation du centre-bourg, fait partie des priorités nationales et font que la commune a été aidée au titre du contrat de ruralité l'an dernier et le sera probablement cette année. Il y a moins d'argent, mais il y en a toujours pour le bon projet et des projets bien défendus. Je vous remercie de cette réponse. J'ai une autre question, puisque je suis souvent moi aussi attaquée sur les réseaux sociaux et pas que, au-delà aussi. Mais on dit que moi je fais rien, c'est vrai, je suis à la retraite, je ne fais pas grand-chose. Et à quoi sert notre conseiller départemental? Est-ce que, c'est une question de Candide, est-ce qu'il nous apporte des subventions? Est-ce que c'est lui qui permet de les obtenir ou pas? Les subventions du département, comme celles de la région, sont quasiment toutes normées par des règlements, du moins à chaque fois que c'est des collectivités locales qui les défendent. C'est différent sur les associations, où là, il y a, généralement, c'est hors règlement ou avec moins de règlements, et donc où les interventions des uns des autres peuvent aider. Mais sur le lien avec les communes, le département intervient sur les écoles, les choses sont normées, sur les équipements sportifs dès lors qu'ils servent au collège, ils sont normés. Bon, on n'a pas eu exactement la subvention qu'on attendait, qui avait été votée d'ailleurs à l'unanimité ici en conseil municipal sur la tribune du rugby, où nous espérions 36% du département, on n'en a eu que 10%. C'était moins que le beach à côté. Donc, il peut des fois y avoir des mauvaises surprises, mais moi je compte sur M. Martinez dans les 2 dernières années pour qu'il fasse bien son travail et qu'il serve sa commune. Il est un peu en retard par rapport à la région pour le moment, mais il reste 2 années pour rattraper. Jacques. Bien, bon, écoutez, voilà, je vous ai donné quand même tous les chiffres les plus importants de ce budget Primitive Ville. On n'a pas résisté pour terminer cette présentation de vous faire une liste des investissements qui vont se poursuivre cette année avec quelques photos. Bon, ça nous fait plaisir de montrer que la ville bouge, que la ville s'embellit, que l'argent pour lequel on se bat sans arrêt pour essayer d'en garder un peu plus, d'en économiser, se concrétise par des monuments, par des améliorations, par des choses qui sont somme toute jolies, qui sont efficaces, parce que bon, ça marche bien dans la côte de Saint-Sevé. Voilà, donc on a fait un petit florilège des investissements de cette année 2018. C'est donc dans un silence religieux et attentif que... Alors la salle Alain Marsan, dont on parle moins, les Jacobins seront dotés d'un éclairage de mise en valeur qui seront mis aux normes ERP, établissement de recevement public. C'est important pour des notions de sécurité, cette pièce ne l'était pas. L'aménagement du parc et de la place de Morlane. Et donc en conclusion, 2018, transformer la ville sans augmenter les impôts grâce à une bonne gestion. Oui, effectivement, je voudrais juste faire un propos en complément à ce que vient de vous évoquer Jacques. Moi, je voudrais le remercier pour la précision de tous ces chiffres, pour la pédagogie dont il a fait preuve, notamment sur ce pré-relais sur la TVA, et vous dire que Jacques est un élu extrêmement investi, un adjoint en finances de grande valeur, et je tiens à le remercier. Il y a plein d'instances où on le dit au fond par civilité, mais je crois qu'on a une chance folle d'avoir Jacques et qui travaille avec beaucoup de plaisir avec Lisiane, qui est à nos côtés, pour qui c'est son premier BP. Merci aussi à vous. Lisiane, à vos services. Donc 2018, c'est au fond pour Saint-Sevé l'année des grands travaux. 4 millions d'investissements pour des travaux dans cette ville, c'est un chiffre record.
et ceci se fait sans augmentation des impôts. 2018 sera donc marqué par l'achèvement de plusieurs opérations d'ampleur prévues dans le programme municipal de 2014 et pour laquelle il a fallu travailler d'arrache-pied pendant plus de 3 ans pour leur mise en œuvre. Tout ce que vous voyez en photo a fait l'objet d'études, puis de recherche de financement, d'appels d'offres et enfin de lancement de travaux. Ainsi, certaines réalisations, attendues depuis des années, verront le jour cette année. Je pense bien sûr à la replantation du parc de Morlanes, endommagé par les 2 tempêtes de 1999 et de 2009, à l'aménagement de l'entrée de ville par l'avenue du Général de Gaulle, permettant des liaisons sécurisées pour nos enfants entre Perret, la plaine des Sports et le cœur de ville. Saint-Sever va ainsi connaître une transformation profonde. Cette modernisation de Saint-Sever répond à 3 orientations politiques fortes et claires. Première orientation politique, un plan de revitalisation du centre-bourg. Les halles et la place du marché réaménagées vont devenir un lieu de vie, avec un marché de producteurs et de l'ambiance. Je ne reviendrai pas sur la requalification de l'entrée de ville qui participe aussi de cette revitalisation du centre-bourg. Ces travaux ont été étudiés et suivis en concertation et dialogue avec la population et les usagers, ce qui demande beaucoup plus de temps dans la phase d'étude, mais aussi beaucoup plus de temps pour suivre tout au long du chantier ce qu'il se fait afin de régler les détails et d'apporter les nécessaires ajustements pour qu'au final ces chantiers soient réussis. La deuxième orientation politique forte, c'est la volonté que nous partageons de renforcer l'attractivité économique de Saint-Sever au travers d'une action autour du patrimoine. Ceci afin de développer le tourisme, c'est ce que nous faisons avec le chantier de l'Abbatiale qui se poursuit et qui donnera lieu cet été à l'ouverture aux visites des étages et du clocher. Et puis notre musée des Jacobins, dont nous avions en 2014 sauvé le statut de musée de France, va franchir une étape importante cet été avec l'ouverture des 2 salles dédiées au Béatus. Tout ce travail a permis l'an dernier de passer de 600 à 2241 visiteurs et nous avons bon espoir que sur 2018, le nombre de visiteurs s'accroisse. Au-delà de la question du tourisme, ce patrimoine et toutes les actions que nous menons en matière de patrimoine visent aussi à mettre en avant l'image de cité historique de Saint-Sever afin de renforcer sa perception autour de nous et de donner envie à des habitants de venir vivre dans ce contexte, de venir vivre dans cette belle ville. C'est ainsi qu'en 2018, nous franchirons le cap des 5000 habitants. Et au fond, le nouveau PLU, le lancement de l'écoquartier, la reconnaissance comme site patrimonial remarquable, premier site patrimonial remarquable du département, la VAP et l'OPH sont autant de dispositifs qui permettent de renforcer l'attractivité de notre ville, de donner envie et intérêt à des gens de nous rejoindre. Troisième orientation politique forte, c'est l'amélioration de la qualité de vie pour tous les Saint-Séverins. Ça passe tout d'abord par une modernisation des installations. Nous avons une telle vitalité sur notre commune que souvent nous manquons de salles équipées. L'installation de cuisines équipées au pied des halles permettront à cet équipement dorénavant d'être totalement polyvalent. Rajouterons une salle avec des cuisines équipées sur notre commune et enfin la salle Alain Marsan sera rénovée et agrandie avec une capacité de 70 à 80 personnes. Cette modernisation des installations passe aussi par l'embellissement des espaces publics. C'est toujours un travail de long terme. Et au fond, depuis 3 ans, un travail en profondeur est mené. Je pense aux arbres qui ont été coupés à la plaine des Sports. Je pense à tout ce débroussaillage qui est intervenu dans les pentes de Morlanes. Et des fois, tout ce travail ne se voit pas immédiatement. Mais pour autant, cette amélioration de nos espaces verts commence à avoir des réalisations visibles. Je pense aux aires de jeu, qui rencontrent un grand succès à l'école du parc, mais également au parc de Morlanes. Je pense bien entendu à ce qu'il va voir le jour à Augreil et dans la montée de Morlanes, qui seront fleuries cet été. Je voudrais aussi préciser que cette modernisation des installations passe par une attention à tous les quartiers,
après la réflexion de Pipoulon, la réflexion de Proyan. Cette année, c'est Augreil qui sera réaménagé pour devenir un bourg champêtre. Et enfin, plusieurs lotissements verront leur trottoir refait. Je pense notamment au lotissement de Gavaret. Cette amélioration de la qualité de vie pour les Saint-Séverin, elle passe aussi par des services rendus à la population de qualité et de proximité. Je prendrai juste un exemple. Sur les écoles, une majorité de communes sont revenues à 4 jours, tout simplement pour faire des économies. Nous avons, nous, de notre côté, suivi l'avis des parents d'élèves et des conseils d'école et décidé de rester à 4 jours et demi au primaire. Enfin, cette amélioration de la qualité de vie pour les Saint-Séverins passe par un soutien renouvelé au tissu associatif. Nous avons prévu cette année 240 000 € de budget alloué aux associations, c'est un record. Saint-Sevé est une ville avec une grande richesse associative, avec des réalités culturelles, festives et sportives d'une grande vitalité. La ville est le premier partenaire de toutes ces associations et nous ferons cette année un effort particulier pour les associations à caractère social, puisque dans les propositions de subventions aux associations que je vous soumettrai au vote dans quelques minutes, nous avons une augmentation de la subvention pour Clin d'œil, pour le Resto du Cœur, pour Famille Rurale, puisqu'on n'oublie pas que notre territoire sort de 2 années de crise aviaire qui a impacté beaucoup de familles. En conclusion, 2018 sera une année exceptionnelle pour Saint-Sevé, avec un record d'investissement, plus de 4 millions de travaux si on intègre les crédits nouveaux, les restes réalisés. J'ai le chiffre à fin mars. Nous avons investi à fin mars déjà plus d'1 million €, donc nous tenons le rythme. Cette modernisation sans précédent se fera, et c'est important de noter, je le rappelle, sans augmentation des impôts, tout en baissant la dette. Ceci n'est rendu possible que par beaucoup de travail au quotidien, par la compétence et l'expérience des élus, mais aussi la compétence et l'expérience et l'implication des 85 agents de la commune. Tout ça, nous le faisons par passion de notre ville, nous le faisons parce que nous aimons notre ville, nous aimons son histoire, son passé, son présent, et nous aussi on veut construire son avenir. Je vous propose que nous passions au vote, à moins qu'il y ait des gens qui veulent faire un commentaire supplémentaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'adoption du budget de l'eau. L'occasion pour moi de remercier Arnaud Fabre et Lionel Diars, qui ont été les chevilles ouvrières de l'animation de la semaine de l'eau la semaine dernière, qui s'est fait dans le cadre du 22 mars, journée mondiale de l'eau décidée par l'ONU. C'était une belle opération où nos enfants, une centaine d'élèves, ont pu découvrir le fonctionnement de l'eau, la source de Marseillon, château d'eau d'Antanière, jusqu'au retraitement des eaux usées à la station en Saint-Sevé. L'occasion pour moi de rappeler que cette année 2018 en matière d'eau vivra quelques évolutions à noter dans ce budget. Le premier, c'est le redressement de la consommation d'eau. Nous sortons de 2 années de crise aviaire, je viens de l'évoquer. Ça s'est traduit par une très forte chute des consommations d'eau par les industriels. On l'avait évoqué dans le débat d'orientation budgétaire. Nous prévoyons au budget 2018 572 000 € de vente d'eau. C'est légèrement supérieur à 2017, inférieur au budget prévisionnel 2017. Donc nous restons encore prudents, mais nous espérons et nous formulons le vœu que nos entreprises retrouvent le chemin de la croissance. À côté de ça, nous avons investi plus de 400 000 € dans le château d'eau. Cet équipement est dorénavant modernisé pour 30 ans, mais il nous reste en matière de réseau à faire un effort très important. L'an dernier, 45 fuites ont été réparées par nos équipes sur ce réseau, là où en 2016, il n'y avait que 15 fuites. Et lorsqu'on discute avec Lionel, avec ses équipes, il nous explique qu'au fond, nous avons près de 50% du réseau qui a plus de 50 ans.
au fond, les premiers réseaux ont été créés au tout début du siècle, puisque la délibération créant le château d'eau aux Jacobins est de 1899. On a les plans des premiers raccordements de la rue de Pontix, du Cap du Pouille. Pendant des décennies, nos prédécesseurs n'ont fait qu'étendre ce réseau dans les années 60, 70, 80, 90. À chaque lotissement, à chaque route, on étendait les réseaux. La question de la réfection des réseaux ne s'est posée au fond qu'il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, nous avions 50% de rendement. Jacques Clair, nous siégions dans la mandature précédente, en 2008, la moitié de l'eau achetée par la ville partait en fuite. Un effort a été porté. Aujourd'hui, on refait 800 mètres de linéaire, c'est-à-dire grosso modo un peu moins de 1%, une canalisation tous les 100 ans. À ce rythme, nous aurons des difficultés à faire face aux besoins de renouvellement. Et donc, pour faire les choses avec méthode, pour définir des priorités, nous avons dans ces comptes prévu à la fois des investissements importants. Nous referons les réseaux sous la rue de Jean Jaurès, sous la place du Tribunal, rue Ernest Leroy, sous une partie du côté de la Fontaine, la rue La Rebouille, de la Cité Prévert. Mais au-delà de ça, nous allons faire une révision du schéma directeur d'eau potable pour définir quel est le bon rythme de révision des réseaux, quelles sont les sommes qu'il faut qu'on y consacre tous les ans, et enfin, où sont les priorités. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce budget de l'eau, qui est fait toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans révision des prix d'achat de l'eau. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. L'eau claire finit toujours par devenir une eau usée qu'il nous faut retraiter. Et donc, nous enchaînons par le budget primitif de l'assainissement de la ville de Saint-Sever. Quoi vous dire là-dessus? Là aussi, la crise aviaire a généré quelques baisses, mais comme on a des systèmes forfaitaires avec les industriels, c'était moins ressenti. Nous avons un schéma directeur d'assainissement qui sera clos en fin d'année, qui a d'ores et déjà identifié des postes importants à revoir, notamment au niveau du lotissement Notre-Dame. Nous profiterons de l'écoquartier pour mettre en norme, moderniser ce poste-là. Les investissements sont de 239 000 €, ça reste des investissements importants. Je vous cite les lieux où interviendront ces dépenses. Sous l'avenue de la Gare, l'impasse Laïre, la rue d'Espagne, la rue de Gascogne, au niveau de la route de Mont-de-Marsan, au niveau de la place du Tribunal, au niveau de la rue de la Guillaume. Je vous rappelle qu'on a toujours une méthode simple. Nous faisons une année les réseaux sur les voiries qui sont dégradées, et là où il faut refaire les réseaux, de façon à faire la voirie l'année d'après, à ce qu'il n'y ait plus jamais de voirie refaite sans que les réseaux d'eau usée aient été refaits en dessous. Et donc, parmi toutes les voiries que je vous ai citées, je pense à Jean Jaurès, je pense à la rue Ernest Leroy, je pense à, bien entendu, la Cité Prévert. Il y a toute une liste des voiries qui sont les plus dégradées. Je rappelle ici que la voirie est de compétence intercommunale, et que donc nous aurons courant avril une réunion de façon à définir les priorités 2019 en matière de réfection de la voirie, parce que les besoins sont nombreux, et j'espère que les moyens seront à la hauteur de ces besoins. Sur le budget de l'eau, nous prévoyons 295 000 € de vente auto, là où nous avions prévu 300 000 l'an dernier. Donc c'est un budget prudent. Nous avons prévu des achats d'eau conformes à l'an dernier sur cette partie-là, et des dépenses au fond qui sont stables sur
sur l'assainissement, il y a aussi des achats d'eau, puisqu'il y a des taxes qui sont prélevées, qui sont reversées, qui sont liées au volume, mais nos équipes sont constantes. Ce qui joue principalement sur tous ces facteurs-là, c'est le niveau d'investissement et donc de remboursement. Y a-t-il des questions en argumentation au vote? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous adoptions ce budget. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 10e point à l'ordre du jour, le lotissement La Fontaine. Pour vous dire que le dernier lot sera vendu dans l'exercice 2018, puisque à l'entrée de ce lotissement, le terrain que nous avions décidé de redécouper de façon à avoir des prix plus compétitifs, mais au fond a rencontré le succès. En 2 ans, les 4 terrains seront vendus. Nous aurons, comme je l'ai dit dans le débat d'orientation budgétaire, des travaux malheureusement à faire sur ce chantier, où la voirie n'est pas au niveau de ce qui a été promis aux habitants. Et donc nous aurons probablement un lotissement et un budget qui sera déficitaire, puisque dans les prix de vente à 62 € qui avaient été arrêtés en 2011, nous n'avons pas l'ensemble des coûts qui sont couverts, à raison de laquelle, notamment la voirie a été faite en tricouche, alors que les gens attendent en enrobé, et nous aurons tout ça solutionné. Mais je vous donne rendez-vous au budget 2019. Il nous reste à vendre les derniers terrains. Y a-t-il des oppositions sur ce budget? Des abstentions? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Écoquartier Noton. Peut-être que sur ce point-là, Jacques veut donner quelques éléments. Puisque là, au fond, nous avons des budgets qui sont... autant La Fontaine, c'est un petit budget... Il arrive à échéance. L'eau, l'assainissement, on est sur des choses qui restent d'une année sur l'autre assez linéaires. Là, c'est un des enjeux majeurs de notre ville. Oui, sur le quartier Noton, c'est un budget qui débute, hein, puisque jusqu'à maintenant, on avait dépensé de l'argent, on n'avait pas fait grand-chose. Maintenant, donc, on va commencer à vendre des lots. Donc, les premiers contacts qui ont été pris avec la mairie sur ce lotissement sont situés dans des zones, bon, c'est notre volonté aussi de partir de là, sont situés dans des zones qui sont déjà prêtes à être commercialisées directement sans faire de travaux. Mais bon, après, il va falloir, parce qu'il va falloir accélérer le rythme. On a des contacts avec des investisseurs, avec des cabinets, etc., qui sont intéressés. Donc il va falloir commencer à faire des travaux d'aménagement. Donc on a en charge à caractère général, par exemple, on a 506 000 qui ont été positionnés. Donc c'est pour des acquisitions de terrain, puisque vous savez qu'il y a toujours, si on veut effectivement réaliser la liaison entre cet écoquartier et puis la ville, le centre-ville, c'est quand même un des buts de cette opération, c'est de relier la partie Escalès, ce qui est du côté du supermarché, c'est le relier au centre-ville, parce qu'aujourd'hui c'était coupé. Donc il reste encore un terrain à acquérir, donc dans 606 000, il y a de l'argent pour l'acquisition des terrains qui restent. Il y a de l'argent qui a été mis pour des travaux de bornage, pour des travaux de maîtrise d'ouvrage. Les charges financières, ça va commencer à venir, parce qu'on a fait des emprunts, on avait on avait obtenu de ne pas rembourser la première année, mais maintenant ça y est, la première année étant passée, il va falloir commencer à payer des intérêts. Donc vous voyez pour 20 819. Ça, ce sont pour les dépenses. Et pour ce qui est des recettes, là nous avons été extrêmement prudents, parce que nous n'avons mis que le revenu d'un seul lot,
pour 41 478. Bon, pourquoi cette prudence alors que on a quand même des certitudes assez importantes pour plus que 1. C'est que aujourd'hui le PLU de la ville n'est pas encore accepté, et donc il ne sera probablement que d'ici le milieu de l'année, vers juin-juillet. Et donc tant que ce PLU n'est pas adopté, on peut... C'est l'adjoint aux finances, il est prudent. Ben moi, Jacques a raison, il est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on a les résultats. Il maximise toujours les dépenses, il minimise toujours les entrées. Non mais en l'occurrence, si j'avais eu l'information que c'était en avril, je vous aurais dit avril, parce que quand même, j'ai pas envie d'inventer l'histoire, mais moi, ma dernière information, on avait parlé de juillet. Non mais il faut être prudent, puisqu'on devait l'adopter le 22 mars pour un vice de forme, c'est qu'elle est reporté au prochain conseil communautaire qui a lieu le 12 avril. Bon, il a été présenté au conseil des maires, c'était la dernière étape administrative, il n'y a pas eu de remarques. Donc il devrait être adopté le 12 avril. Il y a un délai de 1 mois de recours du préfet, bon, a priori, puisque tout a été validé en amont avec lui, il ne devrait pas y avoir de problème. Et derrière, il y a un délai d'affichage, donc raisonnablement, entre le 15 et le 20 mai, il devrait être opérationnel. Très bien. Et à partir de là, nous pourrons commencer à commercialiser les lots. Nous en félicitons. Bien, donc voilà, on avait mis qu'un seul lot. De toute façon, bon, avec la vente pour 41 478, on équilibrait le budget, ce qui est l'objectif, parce que vous savez qu'on ne peut présenter que des budgets qui sont en équilibre entre les dépenses et les recettes. Voilà, et puis s'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cet écoquartier, sinon que, je sais pas, monsieur le maire va nous faire part c'est plutôt lui qui a les contacts que moi, donc il en sait plus que moi là-dessus. Sur l'écoquartier, le quartier avance bien. Nous aurons une délibération en mai. Nous ferons exceptionnellement un conseil municipal en mai, où nous définirons le prix de vente. Donc on est dans les derniers arbitrages là. Nous avons au fond la volonté de vendre en plusieurs tranches. La première tranche débutera dès cette année et seront vendus, comme l'a dit Jacques, en premier, des travaux qui sont directement raccordés à la voirie et à l'assainissement et à l'eau potable. Je pense à tous les terrains qui longent l'avenue du Général Leclerc en face des lotissements Cabaret et Nothomb. Je pense aux terrains qui sont en face du lotissement Malraux, et ça c'est au sud, du côté du Dojo, et aux premières maisons qui suivront la maison des services au niveau d'Escalès. Sur cette première tranche, il y a 16 lots à vendre, et donc ces 16 premiers lots pourront directement être vendus cette année et faire l'objet de démarrage de travaux au plus vite par les acquéreurs, puisque le raccordement, les petits travaux que nous ferons d'aménagement paysager à certains endroits sont prévus en fin d'année. En deuxième partie d'année, à partir du mois de septembre, on devrait démarrer les travaux des pénétrantes. Et les premiers travaux commenceront au niveau de la maison des services pour commencer à créer la liaison, l'amorce de la liaison entre la zone commerciale d'Escalès, pour faire simple, et l'avenue du Tursan, et le quartier dans son ensemble. 16 maisons à vendre, c'est quand même à l'échelle de la ville beaucoup. Je rappelle que ce quartier a vocation à accueillir 247 logements, avec un équilibre entre des résidences, permettant à des personnes seules de pouvoir trouver des biens au fond un peu rares aujourd'hui, avec des maisons accolées, pour ressembler à la ville ancienne de Saint-Sevé, des fermes et des pavillons, puisqu'au fond l'idée c'est, comme c'est un écoquartier, on délibérera aussi pour le label écoquartier au mois de mai, a vocation à être au fond un quartier jardin. Sur ce budget-là, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Sur le budget 2018 du musée, je propose qu'on fasse fi des chiffres. Il y a des subventions, il y a une subvention d'équilibre de la part du budget général conforme à celui de l'année précédente. Moi, je souhaiterais que Jean-Marc plutôt nous évoque les grandes dates, les aménagements. Oui, le réaménagement du musée, vous savez, se fait sur 3 années. On a eu une première année qui a vu la galerie ouest être réaménagée. Et donc l'été dernier, on avait installé toute l'exposition, enfin une partie de l'exposition de l'inventaire dans le musée. Et on avait également fait, c'était l'année d'avant, un film sur le Béatus qui a été diffusé. La deuxième tranche, donc, ce sont les deux salles qui sont donc à l'ouest de la galerie ouest, c'est-à-dire l'ancienne entrée et puis la salle du Béatus. Et ces deux salles ont été reliées par le palier. Et on va avoir donc 2 salles consacrées au Béatus, ce qui est intéressant en plus que ce soit cette année, puisque cette année c'est le 20e anniversaire des chemins de Saint-Jacques et de l'inscription à l'UNESCO, et donc l'abbaye bénédictine étant une des composantes des chemins de Saint-Jacques en France. Cette ouverture de ces 2 salles sur le Béatus qui a été créé dans l'abbaye bénédictine tombe à propos. Ces travaux vont se continuer également sur la partie abbatiale, puisque nous aurons cet été un travail qui sera fait en collaboration avec la sculpteuse Valérie Tatin-Sauzé, qui va faire les empreintes d'une dizaine de chapiteaux au niveau de l'abbatiale, et ces chapiteaux seront ensuite coulés en plâtre au cours de 2 ateliers, un qui aura lieu en juillet, un autre qui aura lieu au mois de septembre, et qui permettront justement à tous les visiteurs du musée l'année prochaine d'avoir une forêt de chapiteaux et de voir les chapiteaux de l'abbatiale à hauteur des yeux, avec tous les détails de ces chapiteaux. Il y a également, dans cette partie abbatiale, il y aura également par la suite la création d'une maquette de l'abbatiale grâce à une numérisation 3D de l'abbatiale qui devrait avoir lieu au mois de juillet. Et donc la société Iconem va venir, et donc pendant quelques jours va prendre toutes la photogrammétrie, c'est ça, et va donc permettre, si vous voulez, d'avoir une vision de l'abbatiale. On va pouvoir voir l'abbatiale de tous les côtés. Vous pourrez, sur des écrans, voir l'abbatiale en étant au-dessus, en étant sur les côtés, avoir tous les détails de l'abbatiale, et aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc au niveau du musée, là aussi, ce sera un atout supplémentaire. Voilà en gros les évolutions que l'on aura sur l'année 2018, et sur l'année 2019. On travaillera beaucoup plus sur la Villa Glésia, et donc là aussi, il y aura du travail à faire. Voilà. Bien, écoutez, certains doutaient de l'intérêt d'un musée. Rendez-vous pour l'inauguration, je crois que c'est le jeudi 19 mai. Non, il y a 2 samedis. Alors, on me dit oui en face, on me dit non à gauche. Il y a un 2 temps. Il y a un travail avec les écoles qui est fait le jeudi
puisque les écoles travaillent accompagnées par Alizé sur un très beau projet. Elle leur fait peindre les figures historiques de la ville. Grégoire de Montaner, le général Lamarck peut-être, je sais pas. Et donc ça viendra être ces tableaux égayer l'escalier d'entrée du musée. Et puis il y aura donc une cérémonie officielle qui a lieu le... Après c'est lors de la nuit du musée, le 19 mai. Oui, le 19. L'année du musée, le 19 mai. Voilà. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette adoption qui vient clore l'adoption de tous nos budgets et au fond nous permettre de continuer la modernisation de notre vie. Point 13. Nous avons une modification du tableau des effectifs qui concerne le poste de responsable des ressources humaines. Nous avions jusqu'en 2016 une titulaire de catégorie C qui a exprimé le souhait d'évoluer professionnellement, de quitter le côté administratif des collectivités territoriales pour aller vers un poste d'ATSEM. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis elle a passé les premiers concours qu'elle a eus. Et donc, suite à cette vacance de poste par une mutation en interne, un changement de fonction, nous avions fait occuper ce poste vacant par une contractuelle dont le contrat de durée déterminée arrivait à échéance au 30 avril 2018. Elle nous a fait part d'une demande de départ anticipé que j'ai accepté le 30 mars, puisque cette collaboratrice a trouvé un travail par loin de chez nous. Et donc il nous faut aujourd'hui délibérer, puisque, à la demande de Lisiane, il nous semble important que ce poste de responsable des ressources humaines soit occupé par un profil de catégorie B, c'est-à-dire de cadre B, puisqu'au fond c'est un enjeu pour nos agents, que les déclarations soient bien faites, dans les temps, sachant que nous avons à mettre en œuvre, alors c'est un nom épouvantable à vous dicter, le RIFSEP, enfin qui est une révision générale de la rémunération variable. Il faut savoir, et peut-être que le grand public ne le sait que trop peu, que les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ont un traitement de base, et sur lequel s'appliquent des rajouts en fonction des responsabilités qu'ils assument, toute une série de paramètres qui sont normés, et il nous reviendra de réviser tout ça, de façon à définir sur quels critères on attribue à chacun une part variable, et donc c'est un enjeu important, c'est au cœur de la reconnaissance que nous devons à chaque agent, c'est au cœur de la motivation de nos agents, c'est au cœur du parcours professionnel que nous souhaitons pour chacun de nos agents, pour qu'au fond ils puissent évoluer et s'épanouir chez nous. Raison pour laquelle il nous faut un profil différent, qui sera aussi mieux rémunéré. Et donc nous n'avions pas de catégorie B disponible au tableau des effectifs, raison pour laquelle je vous propose que nous inscrivions ce poste au tableau des effectifs, ce qui nous permettra de lancer le recrutement au plus vite d'un titulaire de la fonction publique qui occupera ce poste. S'il n'y a pas de commentaires, je vous propose que nous adoptions cette création de poste. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On se comprenne bien, il n'y aura pas un agent de plus. Il y aura par contre un profil de personnel différent sur ce poste. Plus qualifié, plus expérimenté. On essaie de prendre quelqu'un qui ait déjà assumé cette fonction-là d'autres collectivités. Point 14 à l'ordre du jour. Nous avons chaque année adopté un rapport sur le prix et la qualité de l'eau et sur le prix et la qualité de l'assainissement. Je m'aperçois qu'au travers de la présentation du budget de l'eau, j'ai déjà évoqué beaucoup des points qui sont listés dans ces rapports. Je sais l'ardeur que vous avez chacun mis à préparer ce conseil et que vous avez donc lu ces deux rapports en détail. Ils reprennent
les éléments obligatoires. Moi, ce que je vous propose, c'est juste de vous dire que nous avons connu sur l'eau potable une baisse du nombre d'abonnés, puisque nous avons certaines parties de la commune dans la zone rurale qui sont dorénavant directement facturées par le Marseillon, puisque c'est le Marseillon qui leur distribue l'eau directement. Vous avez le détail des prix de l'eau qui ont augmenté de 0,28%, bien que nous ayons eu des tarifs, pour ce qui nous concerne, fixes l'an dernier, du fait de la redevance pollution domestique qui a augmenté de 2,6%. Pardon ? Oui, c'est l'agence de l'eau. Sur l'activité, je vous l'ai déjà évoqué, à savoir que nous avions une forte chute des ventes de l'eau. Sur les éléments à redire, nous avons investi dans le renouvellement de 704 mètres de canalisation l'an dernier. Nous avons remplacé 15 compteurs et nous avons fait des campagnes de fuite importantes qui ont permis de réparer 45 fuites. L'occasion pour moi de dire que la semaine prochaine, il y aura, ou la semaine d'après, la semaine prochaine, il y aura une campagne de recherche de fuite en travail de nuit. Aujourd'hui, pour aller plus loin dans la recherche de fuite, on va identifier des réseaux sur lesquels il y a le plus forte de fuite pour faire des analyses plus approfondies avec des techniques innovantes sur ces parties-là, où on pourra aller identifier toutes les fuites de ces réseaux. Donc pendant plusieurs nuits, il y aura un travail de nos agents pour faire ce travail de recherche qui est exigeant, mais qui nous permettra d'avoir des données à pouvoir intégrer dans la révision du schéma directeur d'eau potable. Je propose que nous adoptions ce rapport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur l'assainissement, je crois avoir évoqué au travers des travaux tous les éléments lors du débat sur le budget. Je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il, à moins qu'il y ait des questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons approuvé la convention entre la ville de Saint-Sevé et l'Office de tourisme Chalosse-Tursan sur le reversement de la taxe de séjour. Je vous rappelle que la taxe de séjour a été mise en place par la communauté des communes au 1er janvier. C'est quelque chose qui se pratique dans la très très grande majorité des territoires français. L'idée est à chaque fois que vous louez un hébergement, que ce soit une chambre d'hôte, un hôtel, un camping, le consommateur paye par rapport au prix un surplus qui est reversé directement à l'Office du tourisme et qui participe au financement de la modernisation des équipements touristiques. Le taux proposé par la communauté commune est extrêmement faible. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, de délibérer par rapport à la halte Jacquère, puisqu'elle est de propriété communale. Et donc, nous avons une partie du tarif de la halte Jacquère qui fera l'objet d'un reversement au titre de la taxe de séjour. Sur le tarif de 13 € la nuit, il y a 80 centimes qui sera reversé à la communauté des communes à travers la taxe de séjour. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je vous propose que nous adoptions cette convention. Il y a des oppositions, des abstentions. Cette délibération est adoptée. Point 17. Nous nous sommes aperçus que nous n'avions jamais délibéré, ni nous, ni nos prédécesseurs, pour adhérer au service remplacement du centre de gestion des Landes. C'est un dispositif assez simple, parce que vous avez un arrêt maladie, nous pouvons nous rapprocher du centre de gestion et immédiatement, sans délibération, pouvoir avoir du personnel disponible. Et au fond, ils jouent un peu le rôle de Pôle emploi, pour essayer de faciliter leur remplacement. Pour pouvoir faire appel à ce service, il nous faut y adhérer par convention, puisque je n'ai pas
cette possibilité dans mes délégations qu'on m'avait octroyées. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Considérons que la convention est adoptée. Point 18. Donc là, on va y passer plus de temps. C'est la subvention attribuée aux associations. Vous avez sur table la version avec, il y avait quelques petits alinéas qui, notamment une erreur sur le samedi en musique qui a été libellé samedi en scène. Alors, prenez bien ce document. Qu'y a-t-il à retenir au-delà du chiffre record que je vous évoquais de subvention publique tout à l'heure? Je vous propose que nous balayions les éléments qui bougent. Nous avons les accidentés du travail qui vont faire l'objet d'une subvention de 300 €. Ça, c'est dans les associations à caractère social que je vous évoquais tout à l'heure, pour lesquelles nous portons un effort particulier. L'association culturelle se voit dotée d'une subvention majorée. C'est toujours lié au fait que l'Office du tourisme nous a transféré la compétence en matière de soutien aux associations qui font des événements à caractère touristique. Je vous rappelle que l'Office du tourisme versait 10 000 € au Basconial jusqu'en 2016 et 3 000 € pour Jazz and Cars, ainsi qu'une subvention aux Incartades à Montaut. Nous étions le seul territoire du Cap de Gascogne à faire ce type d'opération, et donc plutôt que de l'étendre à Chalosse-sur-Sambre et à Aix-HCU, la communauté de communes a décidé de sortir de cette politique, et donc de rétrocéder les sommes qu'elle consacrait aux communes. Nous avions délibéré l'an dernier pour donner 8 000 € au titre de cette somme, 13 000 € qui nous avaient été reversés au mois d'octobre aux journées médiévales qui étaient sur une seule journée, puisque cette année les Vasconiales reviennent avec l'animation sur 2 jours. Nous remontons 10 000 € au fond qu'avait promis moralement la communauté des communes avant qu'elle ne délibère sur la rétrocession de cette compétence à la commune de Saint-Sevé. Les cadets de Gascogne, au regard de la hausse des effectifs vertigineuse en matière d'enfants accueillis pour la gymnastique, sur les 3 dernières années, au fond, c'est quasiment un doublement des effectifs, voit sa subvention augmenter de 2 550 à 3 000 €. Les associations de danse, le Centre chorégraphique et Saint-Sevé Danse, elles font l'objet d'un règlement que je vous rappelle, qui est basé sur un montant forfaitaire par association de 500 € plus 15 € par élève mineur de Saint-Sevé, raison pour laquelle chaque année ces montants évoluent. Nous avons également les coopératives scolaires qui pour ces dernières baissent puisque nous avons moins d'élèves. C'est le même forfait par élève mais appliqué à un nombre qui diminue, donc on a une légère baisse. Clin d'œil voit lui sa subvention passer de 2 500 à 4 000 €. Au fond, voilà le type d'association qui est victime du désengagement de l'État en matière d'emploi aidé et qui donc traverse une période un peu difficile sur le plan financier puisqu'elle a un personnel salarié d'accueil et d'aide à la gestion qui est très important, qui bénéficiait de contrats aidés. La fin des contrats aidés a renchéri son coût, d'où la demande qu'ils nous ont faite d'une subvention augmentée que nous avons acceptée, parce que le travail que fait Clin d'œil, et je tiens ici à le saluer, tout à fait remarquable. Et donc, nous augmentons notre subvention à son attention. Sur les comités des fêtes, nous sommes stables l'an dernier, stables par rapport au comité des fêtes si on n'intègre pas le rajout qui avait été fait en fin d'année. L'association des commerçants avait été dotée de 7 000 € l'an dernier, 2 000 au titre de ses activités générales et 5 000 au titre de samedi en musique, l'animation tous les samedis matins.
nous avons proposé de nous renouveler ces subventions sur 2 lignes distinctes, puisqu'au fond, un nouveau bureau doit voir le jour dans les jours à venir. Et donc, nous attendons qu'ils reviennent vers nous pour savoir s'ils veulent, eux, porter directement cet événement ou s'y associer tout en étant un événement porté par une autre association. Et donc, voilà pourquoi il y a aussi un astérisque sur ces 2 délibérations. Vous m'autorisez à verser ces subventions, mais elles ne le seront que si les activités identifiées sont réellement mises en œuvre. Et donc, nous nous rapprocherons dans les jours à venir du bureau de cette association. Sur le reste, pas grande différence, si ce n'est le soutien à Prima Nocta, qui a fait un beau festival celtique, et donc nous accompagnons à hauteur de 500 € au titre de toutes les activités de l'année, qui vient en complément de tout le matériel que nous avons mis à disposition, ainsi que les salles gratuites, bien sûr, qu'on fait pour tous de cette association. Sur le SAS Omnisport, il y a des évolutions. Nous avons le SAS Canoë qui bénéficie de 4 000 € puisqu'il est salarié à un brevet d'État pour faire des descentes touristiques en canoë sur la Tour tout l'été. Cet été, ils ne renouvellent pas cette démarche. Par contre, ils refont la Kumbat Kulaker, c'est une forme de raid, le 7 juillet, raison pour laquelle nous allons les accompagner sur cet événement à hauteur de 600 €. Une occasion pour moi aussi de rappeler qu'ils participent de ces très beaux chars sur l'eau dans le cadre des fêtes de Perret. Toutes les autres sections ont la même subvention que l'an dernier, sauf le touring bâton qui est augmenté de 100 € parce qu'il y a un peu plus de membres. Et le rugby, alors là c'est une des grosses évolutions de l'année, se voit renouveler une subvention de 15 000 € au titre des activités habituelles, plus 5 000 € exceptionnels cette année, pour les aider dans le très beau projet qui est le leur, de création d'une maison du rugby à la gare, pour lequel il y a un ensemble de travaux de l'ordre de 50 à 60 000 €. Et donc la ville s'associe au financement de ces travaux-là avec cette subvention exceptionnelle d'ampleur de 5 000 €. Sur les activités à caractère social, les Restos du Cœur auront leur subvention majorée de 1 000 à 1 500 €. Ils envisagent de renouveler l'expérience d'un concert en démarrage de la saison d'hiver comme ils l'avaient fait l'an dernier. Donc c'est 1 500 € vocation aussi à leur permettre de couvrir les frais de sonorisation pour cette soirée. Et je crois avoir fait le tour de toutes les évolutions. Je parle sous le contrôle des adjoints. Tout ça, mine de rien, fait une très belle réalité associative. Je vous propose sur effectivement le compte rendu, on marque Vasconia les pages journée médiévale. Voilà. Je ne voudrais surtout pas qu'on s'approprie toutes ces réalités. Elles ne sont le fruit que du bénévolat formidable de Zeno Saint-Séverin, aussi souvent de bénévoles des communes alentours. L'occasion pour moi de vous dire que nous sommes invités pour l'inauguration de Varietas Florum qui a lieu le samedi 7 avril, que nous avons également en vue dans les gros événements à venir, le tournoi de foot qui aura lieu le week-end du 20 avril, qui sera une très belle, qui a une très belle affiche. Y a-t-il par rapport à tout ça sur les petites astérisques, le comice agricole est revenu vers nous pour nous confirmer qu'il faisait bien un comice agricole, qu'il serait même étendu en nombre d'animaux et d'espèces présentes. Et donc je voudrais là aussi remercier le monde agricole qui a tenu bon l'an dernier et qui cette année repart avec un comice qui sera avec plus d'ampleur que l'année précédente.
Y a-t-il des questions? Non, une remarque. Je voudrais insister quand même sur... Tu vois, je ne suis pas le mot, non plus. Sur ces associations, on entend dire ici et là qu'on aurait abandonné les associations. On peut remarquer qu'il n'y en a rien et qu'au contraire, même les montants sont les mêmes et même en légère augmentation. Je vous remercie. De la même manière que nous avons porté à la connaissance de l'opposition à la commission, M. Martinez n'était pas là, bien que nous ayons positionné la séance à 20h, l'ensemble des dossiers de subvention, que M. Lafargue, qui était convié à cette réunion, qui n'a pas pu venir, a été accueilli le lendemain pour qu'il puisse vérifier, s'imprégner de toutes les demandes de subvention. L'occasion pour moi de dire merci et bravo au président et au trésorier qui ont fait depuis 3 ans un énorme effort pour se conformer aux obligations en matière de documents. Il y a un CERFA officiel, une liste avec les budgets complets, avec la mise à jour des assemblées générales communiquées, avec l'état des comptes, bref, nous avons des dossiers de demande de subvention dignes de son nom et à chaque fois qu'ils ne sont pas complets, les services reviennent vers eux de façon à ne verser la subvention qui est votée ce soir que lorsque le dossier est totalement complet. Et je voudrais ici remercier les services qui font un énorme travail auprès des associations pour se rapprocher d'eux, pour leur faciliter la vie, mais pour aussi être exigeants lorsqu'il faut, de façon à ce que nos concitoyens, qui sont aussi des gens qui payent des impôts, puissent être sûrs que tous ces fonds sont bien utilisés. Y a-t-il des... Alors, un point important. J'ai Marie-Ange Bader qui ne prendra pas part au vote pour les subventions à l'association culturelle. J'ai Solange Boudinx, Johan Labarère, Bruno Lamaison, Laurent Langlade, qui ne prendront pas part au vote de l'association des fêtes puisqu'ils sont membres du conseil d'administration. J'ai Aurélie Lévesque qui ne prendra pas part au vote de l'association Clin d'œil puisqu'elle est membre du conseil d'administration de cette association. Y aurait-il parmi vous d'autres personnes qui seraient membres du conseil d'administration d'associations listées dans ces aides? S'il n'y en a pas, nous pouvons délibérer. Y a-t-il pour ce projet ambitieux de soutien aux associations des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour le monde associatif Saint-Séverin. Point 19. Nous avons le renouvellement de la convention d'objectifs entre la ville de Saint-Sevé et l'association des fêtes de Saint-Sevé. L'occasion pour moi de rappeler que la répartition des rôles entre la ville et le comité des fêtes est strictement définie et précisée dans cette convention. Et donc, comme je le disais en début de séance, permet de couper court à toutes les accusations un peu infondées, qui cherchent à troubler, à nuire, qui ont été formulées par un de nos collègues lors de la séance du 2 mars. Et donc, tout ça est fait en bonne et due forme, et comme toute association qui a une subvention qui lui est allouée de plus de 23 000 €, nous ne pouvons verser de subvention tant qu'il n'y a pas une convention votée en bonne et due forme. Elle reprend des éléments de l'an dernier. Y a-t-il, par rapport à cette convention, est-ce que les membres du conseil d'administration peuvent la voter aussi? Donc, la même cause, mêmes effets, vous êtes invité à ne pas participer à ce vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. L'état des marchés de fourniture, de services et de travaux conclus par la commune de Saint-Sevé 2017. Il faut que je la dise. Écoutez, à moins que vous souhaitiez litanie des fournisseurs, on peut le faire, j'ai rien à cacher.
Allez, on y va. Sinon, on va se dire que c'est trop court. Marché de travaux de 20 000 à 89 999,99 €. Nous avons attribué un marché pour l'aménagement de la terrasse de Morlane à l'Ami des Jardins pour 29 559 €. Ça, c'est le parc de Morlane. À la société Caso pour 43 105 €, ça c'est pour les jeux du parc de Morlane. Pour l'abbatiale, nous avons sur le lot 3 de la phase 2 attribué 54 550 € à l'atelier 32, 73 995 € à Madame Nogaro Guédra, ça c'est pour les vitraux d'abbatiale, 77 818 € à la société MCC, c'est pour le lot menuiserie de l'abbatiale. 34 250 € à l'atelier Marc-Philippe pour la restauration des tableaux de l'abbatiale. 63 950 €, je vous cite les montants hors taxes. Pour la société Valux pour la lustrerie de l'abbatiale. 29 600 € à l'atelier 32 pour le lot 12 rétable doré. 24 364 € à la société RGRP Julien Sourbès pour les travaux de maçonnerie et démolition pour l'accessibilité et la sécurité de la chapelle des Jacobins. 49 840 € pour le lot 4 électricité des Jacobins, l'entreprise Certelec. Nous passons à l'avenue du Général de Gaulle. 35 882 € pour l'aménagement paysager à la société Idéverdé. 62 729 €. Toujours pour l'avenue du Général de Gaulle. Lot 3 mobilier serrurerie à la société TSNP. Nous passons aux Halles. 31 905 € à la société Astor pour les portes automatiques et menuiseries extérieures. 52 261 € à la société Bubola pour l'isolation, plâtrerie, faux plafond. 29 881 € à la CRL Pen pour le lot peinture des Halles. 38 519 € à la SARL Sol Gascogne de Saint-Sevé pour le lot 9 revêtement de sol et murs. 84 821 € à la société SLTE pour le lot électricité des Halles. 73 623 € à la société SF2E de Saint-Sevé pour le lot chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire des Halles. Enfin, 41 494 € pour la société TSNP pour le lot 13 mobilier urbain. Enfin, nous avons aussi des travaux plus importants, supérieurs à 90 000 € hors taxes. À l'entreprise Cola pour 224 474 € pour le lot 1 voirie, réseau d'eau pluviale, mobilier urbain pour l'aménagement du parc et de la place de Morlane. 465 187 € à la société Julien Sourbès pour le lot menuiserie de la phase 2 de l'abbatiale. 294 000 € maçonnerie, tout à fait. Il y a des élus qui suivent. Ils ne font pas que suivre quand je lis, ils sont à toutes les réunions de chantier qui ont lieu tous les 15 jours à l'abbatiale pour suivre les détails, les difficultés et trouver des solutions. Toujours à l'abbatiale, atelier donc 32, 294 000 € pour les peintures murales de la deuxième phase. Entreprise Certelec, 222 442 € pour le lot électricité de la phase 2. Société Eiffage, 626 507 € pour le lot 1 terrassement, voirie et assainissement de l'avenue du Général de Gaulle. Réhabilitation des Halles, 183 771 € à la société Colas pour la voirie et les réseaux divers des Halles. 193 883 € à la société Bernadet pour la démolition dans le cadre de la réhabilitation des Halles. Il y a également de la maçonnerie. DL Aquitaine pour 183 920 € pour le lot charpente métallique, couverture, serrurerie, de la réhabilitation des Halles. Et enfin,
Non, c'est l'avant-dernier. La société Safrère, pour 172 618 € pour le lot 12 cuisine professionnelle de la réhabilitation des Halles, qui couvre bien sûr la cuisine aménagée qui crée un complément, et ainsi que le matériel pour les stands à l'intérieur des Halles. Il me reste à vous témoigner d'un marché de services supérieur à 209 000 € qui concerne le cabinet Samasuzu pour 291 600 € pour la maîtrise d'œuvre de l'écoquartier. Lorsqu'on vous disait que ces 4 millions d'euros d'investissement nécessitaient un gros travail d'appel d'offres, de définition de cahier des charges, d'études préalables, vous venez d'en avoir la traduction sous vos yeux. Il me reste, je crois, à vous informer des... Il faut qu'on le vote, ça? On me dit oui. Et donc, y a-t-il des... Nous étions sur tout ça sur des procédures adaptées. Sauf Samasuzu. Je tiens ici aussi à préciser à tous les cas numéros de service que l'opposition était présente à chacune de ces appels d'offres adaptés alors que rien nous y obligeait, de façon à ce que les choix puissent être faits en présence de l'opposition, puisque nous sommes pour une démocratie participative, ce qui suppose, pour une démocratie participative, ce qui suppose une opposition participative. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Il me revient de vous informer des décisions prises dans le cadre de délégations qui me sont confiées par vous toutes et vous tous. J'ai pris une décision concernant ce sont des décisions de 2017. Emprunt pour l'écoquartier Noton. Désignation des entreprises titulaires des marchés relatifs à la restauration intérieure du transept, de la nef, des bas-côtés et l'accessibilité au public de la tribune nord et du clocher de l'abbatiale. Demande de subvention auprès de la DRAC pour la poursuite de l'inventaire du fonds archéologique de la ville de Saint-Sevé. Désignation des entreprises titulaires du marché relatif aux travaux d'aménagement de la terrasse et du glacis de Morlane. Désignation des entreprises titulaires du marché relatif aux travaux d'aménagement et de l'avenue du Général de Gaulle. Ouverture d'une ligne de trésorerie. 2 décisions titre 2018. Demande de subvention auprès de la DRAC pour la poursuite de la rénovation du musée des Jacobins. Demande de subvention auprès de la DRAC pour la poursuite de la valorisation du fonds archéologique issu des fouilles de la Villa du Clézy à Doreuil dans le cadre de la rénovation du musée des Jacobins. Je m'aperçois que nous avons fini notre conseil, mais que j'ai oublié un point que nous avions tous dans le cœur et qui me paraît très important, à savoir rendre ce soir hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui à 8 jours a donné sa vie dans le cadre de ses fonctions pour sauver la vie d'une concitoyenne. L'occasion pour nous de dire à quel point nous devons dire merci aux forces de l'ordre. Aux forces de l'ordre dans nos villes, mais aussi aux forces de l'ordre dans nos campagnes. Je pense ici principalement à nos gendarmes, qui pourraient très bien, malheureusement, être ici aussi sujet à ce titre d'événement, qui, je le rappelle, a eu lieu dans une ville de 5000 habitants, tout comme nous, dans un supermarché, tout comme chez nous, dans l'approche banlieue d'une préfecture, au fond comme nous. Et donc face au terrorisme, il nous faut garder notre sang-froid, il nous faut garder l'esprit républicain de tolérance, ne pas faire d'amalgame, rester fiers de nos valeurs, mais aussi savoir rendre hommage à ceux qui incarnent la République dans leur engagement au quotidien, à savoir les forces de l'ordre. Et après ce conseil municipal qui a peut-être commencé par un peu d'éclat, je vous propose que nous le finissions dans le silence, par une minute de silence, en l'honneur de ce lieutenant-colonel Beltrame.
Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end pascal. Oui. Si on ne pourrait pas se poser la question de donner son nom, soit une école, soit une rue, peut-être, je pense que ça serait bien. Moi, je pense y réfléchir. Je n'avais pas oublié cette proposition que vous avez faite en réunion d'équipe. Nous essaierons de la concrétiser dans les mois à venir. Bon, chez vous, il faut que nous signions le registre du conseil municipal et donc je vous invite à vous rapprocher des week-ends.